On raconte que les marchés de produits agricoles dynamiques d'aujourd'hui sont fondamentalement différents de ceux que surveillaient les générations précédentes d'agriculteurs. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé et comment devraient réagir les producteurs face aux valeurs attrayantes et à la volatilité inhérente qui caractérisent les marchés de grains et d'oléagineux d'aujourd'hui? Les producteurs canadiens qui désirent commercialiser leurs récoltes vivent une époque très intéressante. Après des années de marchés léthargiques jugulés par la surabondance des stocks mondiaux, il semble que le vent est tourné, du moins à court terme. La valeur est maintenant régie par la demande et la valeur du maïs, du soya, du canola et du blé a été forte au cours de la dernière année car la demande croissante dépasse largement l'offre. Les marchés ont toujours reflété les facteurs économiques fondamentaux, à savoir l'offre et la demande. Les montées en flèche des prix ont traditionnellement été le résultat de l'insuffisance de l'offre, souvent attribuable à de mauvaises récoltes ou à une diminution des rendements causés par des conditions climatiques défavorables, des insectes nuisibles ou des maladies. Ces brusques reprises des prix sont généralement de courte durée car les producteurs reconstituent rapidement les stocks mondiaux ou les stocks de report. Or, une grande partie de l'appréciation des prix que nous voyons aujourd'hui dans la valeur du maïs, du soya et du canola n'est pas le résultat d'une insuffisance de l'offre. La croissance de la demande de la part de sources traditionnelles et nouvelles exerce une pression à la hausse sur les prix et crée une guerre d'enchères pour se procurer des terres. S'il s'agit là de bonnes nouvelles pour beaucoup de producteurs agricoles, ce n'est généralement pas le cas pour les éleveurs de bétail. Dans ce nouvel univers, dans lequel les prix des produits de base sont élevés, Victor Edayan, analyste des marchés à farms.com, fait ressortir deux facteurs influençant la demande dont on ne peut faire abstraction, soit les biocarburants et l'émergence économique de la Chine et de l'Inde. L'industrie des biocarburants, huile de maïs et de soya, connaît une expansion rapide. J'ai mentionné un pourcentage de 50 % au cours de la dernière année et possiblement un autre 30 % de plus au cours de la prochaine année, et cela uniquement si on tient compte des usines qui sont actuellement en construction. Ce n'est un secret pour personne que l'expansion rapide qu'a connue la production d'éthanol aux États-Unis et ailleurs dans le monde a eu des répercussions sur les marchés de maïs. La hausse des coûts de maïs a aussi fait grimper la valeur d'autres cultures. En 2007, les agriculteurs américains ont réagi à la lutte à laquelle se livraient les marchés pour s'accaparer les acres de maïs en plantant la plus grande superficie de maïs depuis près de 50 ans. Plus de 93 millions d'acres de maïs ont été plantés en 2007, soit une hausse de presque 20 % par rapport à 2006. Ces acres ont produit une récolte estimée à 14,6 milliards de boisseaux, mais on s'attend à ce que les producteurs d'éthanol grugent un énorme 3,2 milliards de boisseaux. Cette nouvelle demande du secteur des biocarburants n'est pas un phénomène temporaire. De nouvelles usines d'éthanol sont toujours en construction et elles auront besoin de maïs. L'infrastructure n'arrive pas à construire assez rapidement pour répondre à la demande. On s'attend à la même intensification des activités de production pour le biodiesel, mais à la différence que les matières premières nécessaires seront le soya et le canola au lieu du maïs. Grâce au prix historiquement élevé de l'énergie et au soutien politique, les biocarburants continueront de créer une demande pour le blé, le canola, le maïs et le soya. On prévoit qu'éventuellement on aura recours à des cultures plus économiques ou à des matières premières reliées, mais leur développement prendra un certain nombre d'années. La Chine et l'Inde connaissent une croissance économique incroyable. À mesure que ces économies se développent, leur population, qui totalise actuellement 2,45 milliards de personnes, connaîtront une amélioration graduelle de leur niveau de vie. Une meilleure alimentation et plus particulièrement plus de viande sont habituellement l'un des premiers endroits où les gens dépensent leurs revenus supplémentaires. La taille même de ces marchés signifie que même une hausse différentielle de la consommation représente un moteur de demande cumulative majeur. On s'attend à ce que cette situation persiste à mesure que l'Inde et la Chine poursuivront leur développement et leur croissance sur le plan économique. Si l'on regarde également les hausses de la demande réelle, ainsi que les autres hausses de la demande réelle dans des pays comme la Chine et l'Inde, force est de conclure que nous devons nous attendre à une hausse dans ce segment de la demande. Et en se fondant sur l'histoire, nous savons que l'un des premiers endroits où les gens dépensent lorsqu'ils connaissent une amélioration de leur niveau de vie est l'alimentation. Nous prévoyons donc un accroissement de la demande pour les ressources alimentaires. Donc, avec toutes ces bonnes nouvelles sur le plan de la demande, la commercialisation devrait être aussi aisée que la prise de prix élevés, n'est-ce pas? Les experts affirment que des solides principes de commercialisation devront être maintenus même pendant cette période palpitante. Oui, les prix atteignent des sommets de plus en plus hauts, mais il s'agit de marchés volatiles qui connaissent des revirements spectaculaires, parfois en une seule séance. Une bonne partie de cette volatilité peut être attribuée à des hausses marquées de la quantité de capitaux spéculatifs à la bourse des marchandises. Les gestionnaires de fonds et les spéculateurs entrent et sortent du marché, ce qui exacerbe les fluctuations de prix attribuables aux facteurs économiques fondamentaux sous-jacents. Cela provoque un effet de montagne russe, les prix enregistrant des hausses et des baisses plus marquées que par le passé. Les experts font toutefois une mise en garde à l'effet que même s'il y a accroissement de la demande pour la plupart des produits agricoles, il y a également accroissement de l'offre de la part de sources à faible coût partout dans le monde. Il faut donc s'assurer d'avoir recours à de solides principes de commercialisation en tout temps.
La demande croissante, les nouveaux utilisateurs finaux non alimentaires et non fourragers, la mondialisation croissante des marchés agricoles, la bataille d'offres à laquelle on se livre pour les intentions d'ensemencement et de plantation, le recours croissant à des fonds spéculatifs, ça n'a définitivement rien à voir avec le vieux marché des grains que l'on a connu, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. La situation est compliquée. Même si la commercialisation poussée des marchandises peut aussi s'avérer complexe, les principes de base d'un plan efficace ne le sont toutefois pas. Un plan simple et efficace n'a nul besoin d'être complexe. La première étape consiste à déterminer votre coût de production. Le fait de connaître votre coût de production vous permet de savoir à quel prix vous commencez à faire de l'argent. La seconde étape consiste à disposer d'un plan de vente. Votre plan de vente doit fixer précisément les prix, la base et les quantités. Il vous permet de connaître la cible, les recettes finales que vous obtiendrez si vous suivez votre plan. Il est important de comprendre le caractère saisonnier de vos cultures. Ceci vous aide dans le choix du moment de la vente et vous aide à déterminer quand vous devez mettre en œuvre votre plan. Les agriculteurs sont sans doute las d'entendre que les calculs des coûts de production sont la pierre angulaire de tout plan de commercialisation, mais comme Victor le souligne, le fait de savoir que vous êtes dans une position de rentabilité vous permet d'accepter un prix en toute confiance. Un plan de vente pourrait simplement consister à fixer certains objectifs de prix et à déterminer le nombre et le volume des ventes différentielles pour chaque culture. Si vous vendez une portion importante de votre production à la récolte, vous ne tenez pas compte de l'un des instruments de commercialisation les plus puissants à votre disposition. De nombreuses années de données indiquent qu'il y a certaines périodes de l'année où il est préférable d'éviter de faire des ventes et certaines autres au cours desquelles les prix sont susceptibles d'être les plus élevés. En me servant du maïs pour illustrer mon propos, j'ai ici un graphique montrant le rendement sur le plan des prix du maïs vendu avant la récolte. Au cours des 5 dernières années, vous auriez obtenu les meilleurs prix de vente si vous aviez vendu votre maïs avant la récolte et vous auriez obtenu les pires prix en vendant votre maïs au moment de la récolte. Il aurait alors été préférable de conserver votre maïs jusqu'à l'année suivante, quoique le rendement aurait été moindre que si vous aviez vendu votre maïs avant la récolte. La raison est simple. Les frais d'intérêt et d'entreposage s'accumulent pendant la période après la récolte, diminuant ainsi votre rendement. Force est de conclure que pour la vaste majorité des cultures, nous devons comprendre le caractère saisonnier de nos activités, ce qui nous aidera à obtenir de meilleurs prix au moment de la vente. Ces 3 étapes simples forment un programme de commercialisation crédible, efficace et pourtant simple. Le résultat final est un processus objectif qui élimine l'émotion, accroît la liberté d'action pour les ventes et fait en sorte que la volatilité du marché devient une alliée pour le négociant. Cela nous donne un certain pouvoir, c'est le moins que l'on puisse dire. Les beaux-frères Andy Timmermans et Dan Deloyer sont dans une position où ils peuvent déterminer si les agriculteurs demeurent fidèles à leur plan. Andy et Dan sont associés depuis 1991. Ils cultivent environ 900 acres, mais ils dirigent aussi Timmermans Elevators Limited, des installations de stockage et de séchage des céréales situées près de Mitchell, en Ontario. Disposant d'une capacité d'entreposage de 2,5 millions de boissons de grains et servant une clientèle de plus de 600 agriculteurs, Andy et Dan ont l'occasion de voir de leurs propres yeux comment les agriculteurs commercialisent leurs grains. Les agriculteurs prospères ont tendance à créer des ordres à cours limité qu'ils laissent en place. Cette méthode peut être efficace pour la plupart des produits, notamment l'avoine, l'orge fourragère, le soya et le canola. Ce que nous remarquons probablement le plus parmi les agriculteurs les plus prospères est le fait qu'ils décident d'un prix et qu'ils laissent un ordre à cours limité chez nous. Ils placeront certains ordres à cours limité à 9 $ le boisseau, ou parfois certains à 9 $, d'autres à 9,50 et d'autres à 10 $. Et ils ne les modifient pas. Ainsi, si le cours grimpe à 9 $ le boisseau, c'est parfait. Et s'ils continuent de grimper, ils placeront quelques ordres à 9,50 et vous savez qu'ils sont à l'aise avec ça. Ils ne reviennent pas en arrière pour tenter de modifier l'ordre. C'est probablement l'un des traits caractéristiques que nous observons parmi les négociants prospères. Selon Andy, les agriculteurs font souvent l'erreur d'annuler ou de modifier ces ordres à cours limité au gré de l'évolution des marchés, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Certaines personnes vont placer un ordre à 9 $, puis le marché augmente ou passe de 8 $ pour grimper jusqu'à 8,90 $. C'est alors que ces personnes décident qu'elles veulent annuler leur ordre parce que les cours monteront peut-être jusqu'à 10 $. Puis le marché dépasse les 9 $, grimpe à 9,50 pour retomber à 7 $. Vous savez alors qu'ils n'ont rien vendu. Il s'agit sans doute de la plus grande erreur qui nous ait été donnée de voir. Il est aussi important de comparer les prix actuels par rapport aux niveaux historiques, surtout quand les fluctuations du dollar canadien ont des répercussions sur la base.
Vous savez qu'il suffit simplement que ces gens aient une vue d'ensemble et qu'ils étudient un graphique sur 10 ans pour voir si... Prenons par exemple le blé aujourd'hui, qui a déjà atteint 8 ou 9 US le boisseau. Si on observe un graphique sur 10 ans, nous avons largement dépassé les sommets et le temps est venu de commercialiser un bon pourcentage de la production de la dernière année, puis un bon pourcentage de celle de la prochaine, voire celle de l'année qui suit. Les agriculteurs sont très occupés à certaines périodes de l'année, mais il est toujours possible de commercialiser avec succès, même lorsque d'autres tâches accaparent tout leur temps et leur énergie. Je reconnais qu'au moment où vous êtes le plus occupé, ce qui correspond la plupart du temps à la saison de l'ensemencement au printemps, les marchés vont grimper, ce qui nous ramène à l'importance de laisser un ordre à court limité. C'est ainsi que nous procédons avec nos propres cultures. Nous plaçons des ordres à court limité dans notre propre registre et si nous sommes occupés à planter au printemps et que le marché enregistre des gains, il arrive parfois que nos récoltes soient commercialisées automatiquement, car il arrive que le marché soit à la hausse le matin, qu'il s'immobilise pendant la journée et qu'il soit en baisse à la fin de la journée. Vous vous dites alors, j'aurais aimé avoir vendu quelque chose aujourd'hui. Facile de trouver des analyses de marché qui se montrent très optimistes et prévoient une fermeté des prix des marchandises au cours des 2 à 3 prochaines années. Mais que prévoit-on à long terme? L'histoire démontre que les montées en flèche des prix ont tendance à être éphémères. Les prix actuels représenteraient-ils la nouvelle normalité ou devons-nous nous attendre à ce que les marchés reviennent à des fourchettes inférieures? Victor Adeyan a bon espoir que la forte demande ne fléchira pas de sitôt, en particulier en ce qui concerne les installations de biocarburants. L'industrie des biocarburants a donné lieu à la construction d'un grand nombre d'usines. Ces nouvelles usines n'ont pas été conçues pour ne servir qu'une ou 2 années, mais bien pour fonctionner pendant un bon bout de temps. Ainsi, à moins d'une baisse importante dans le prix de l'énergie, nous sommes en droit de nous attendre à ce que la nouvelle demande pour les biocarburants soit là pour rester dans un futur prévisible. Nous parlons de 5, 10, 15, voire 20 ans, pourvu que les prix de l'énergie demeurent suffisamment élevés pour que ce soit économiquement faisable. C'est une quasi-certitude si l'on juge par les facteurs économiques fondamentaux actuels. Pour la suite des choses, je dirais que dans un avenir prévisible, soit dans 10, 15, voire 20 ans, nous devrions nous attendre à ce que cette nouvelle demande demeure au même niveau. À moins d'un retournement radical ou inattendu de la situation, nul ne connaît l'avenir. La diversité sur le plan de la demande est l'une des causes de ce vent d'optimisme. Pour la suite des choses, il y a lieu de se montrer optimiste quant aux possibilités de commercialisation qui s'offriront aux producteurs de grains et d'oléagineux dans les 2 prochaines années, mais il ne faut pas faire preuve de complaisance à l'égard de la commercialisation. Une approche attentiste fait de vous un spéculateur au lieu d'un négociant. Un plan de commercialisation, aussi simple soit-il, permet aux agriculteurs de tirer le meilleur parti possible de cette période exaltante.